Coucou Ludo. Coucou. Coucou, salut Zoé. Ça me fait plaisir de te recevoir ici. Tu as quelque chose de très important, je pense, à nous partager aujourd'hui. Bah voilà, toi et moi, on est amis, je pense qu'on peut dire ça. On s'est rencontrés grâce à la mise en place de l'association Decriminals Nature France, dont on est tous les deux des membres fondateurs. Donc bah voilà, hein, ça fait 2 ans à peu près que ça tourne cette association. Donc toi et moi, on a eu l'occasion de nouer une certaine, voilà, des certains liens, une certaine amitié. Euh, et notamment évidemment, hein, quand on est dans une association qui, euh, qui travaille, on va dire, dans le sens de la dépénalisation des antéogènes et des psychédéliques, bah, on rencontre évidemment, hein, des personnes qui sont très ouvertes. Et donc évidemment, quand on rentre de plein fouet dans ce type de relation, c'est forcément des relations authentiques et tout ça, ce qui nous permet justement aujourd'hui de partager un moment authentique. En tout cas, c'est de ça dont j'ai envie, quoi. Carrément. Et merci de créer cet espace et ça me fait particulièrement plaisir de le partager avec toi, surtout après la conversation qu'on avait eue juste avant que Vipassana se passe. Juste avant que tu partes. Alors pour poser un petit peu la chose face aux gens. Donc ça fait à peu près une semaine et demie, peut-être 10 jours, 2 semaines, que tu es revenu d'une retraite Vipassana qui a duré 10 jours. Donc Euh, et voilà, je pense que c'est alors le peu que tu m'en as dit, on va dire, j'ai pas voulu que tu m'en dises trop parce que j'avais envie justement de garder très frais tes impressions et ce que tu vas me raconter en fait pour être moi aussi surprise, pas seulement les spectateurs. Donc le peu que tu m'en as dit, on va dire avant de partir et de ce que j'en savais personnellement moi-même, j'ai trouvé, on va dire, certaines concomitances avec les pratiques spirituelles que je peux avoir moi, c'est-à-dire la diète de plante maîtresse en Amazonie tout seul dans son tombeau. Ouais. Euh, donc voilà, c'est quelque chose que j'aimerais peut-être mettre en parallèle. Mais déjà, voilà, on va rentrer dans le vif du sujet. J'aimerais savoir pourquoi toi, tu as été attiré par le fait de faire une retraite Vipassana. Ouais, il y a plein de parallèles, on va y revenir. Pourquoi moi j'ai été attiré par une retraite? Le chemin de méditation, pour moi, il commence il y a 15 ans environ. C'était une période de ma vie où j'avais besoin de retrouver un calme intérieur, j'avais besoin de trouver une boussole. Et c'est une des boussoles que j'ai trouvées à ce moment-là. Et parcours classique de tu télécharges une application de méditation guidée, Headspace, Petit Bambou, pour pas citer de nom. Et voilà, puis tu fais. Enfin, moi, je faisais, je sais pas, 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes de méditation par jour quand ça allait bien. Ça a commencé doucement comme ça, les petits cailloux du petit pousset. Et puis, avec le temps, ça m'a vraiment apporté un mieux-être. Donc, ça s'est ancré dans ma vie. Et j'ai croisé plusieurs personnes dans différents contextes, différents endroits, qui avaient fait Vipassana et qui ont mis ça sur mon radar à ce moment-là. Et donc, c'était une info que j'avais dans un coin. Tu vois, rétrospectivement, je ne sais pas trop si je me suis dit, ouah, c'est un truc de ouf, 10 jours, je pourrais jamais, ou ouah, c'est un truc de ouf, il faut vraiment que je le fasse. C'est peut-être dans la voie du milieu, tu vois, je pensais pas que c'était pas pour moi, mais j'étais pas convaincu que je devais y aller. Et voilà. Et puis, ça s'est accéléré un peu dans les 2, 3 dernières années où j'ai vraiment passé du temps long avec des gens qui avaient fait Vipassana plusieurs fois. Je pense à mon ami Lucien que j'ai rencontré dans un écolieu en Auvergne et que j'ai eu l'occasion de voir plusieurs fois pour des stages assez longs autour de la musique ou autour d'autres événements et où chaque jour, je le voyais se lever tôt, méditer 1 heure. Pareil, l'après-midi, partir, méditer. Et il avait un calme, une facilité d'être qui moi, me touchait beaucoup. Et c'était pas, tu vois, c'était pas performatif. C'était pas, ouais, moi, je médite ou, non, c'était simple, tu vois. C'était comme ça, quoi. Il est comme ça. Et voilà. Et donc, ce mec-là m'a donné vraiment envie, profondément, de dire, OK, je vais faire cette expérience moi aussi pour voir ce que ça peut me faire. Et c'est comme ça que c'est venu, cette petite graine. D'accord. Et donc le fait de vraiment sauter le pas, là, il y a 2 semaines en arrière, est-ce qu'il y a quelque chose dans ta vie en particulier? Est-ce qu'il y avait quand même, parce que je veux bien hein, que l'idée ait été semée, voilà, en amont, peut-être plusieurs années en amont, mais il y a quand même en fait un espèce de passage du seuil, hein, pour le coup, je dirais. Il y a quand même un cap à franchir ou quelque chose qui te pousse au cul plus que d'habitude en se disant, écoute, c'est maintenant ou jamais, bébé, quoi. On y va, quoi. Tu veux un déclencheur, c'est ça? Ouais, carrément. Et puis, je sais pas, je vais peut-être devoir te décevoir. Je vais chercher.
Mais ça s'est fait graduellement pour moi. J'ai déjà fait en 2024, en fait, c'est en parallèle de cette formation, transformation que j'ai vécue avec l'hypnose et avec la PNL, de me former en tant que thérapeute pour pouvoir partager ça. Et en même temps, j'ai eu l'occasion d'aller faire une première retraite silencieuse dans un monastère bouddhiste zen. En Alsace, j'ai appris qu'on avait un super monastère, le monastère Ryumonji, la montagne du dragon, Cool. juste à côté. Et j'ai fait une première retraite silencieuse de 3 jours là-bas, c'est Chine. Et ça se recoupe un peu avec Vipassana, on pourra en parler si ça t'intéresse. Et voilà, donc j'en ai fait une première en janvier 2024, une Mhm. autre en septembre 2024. Et là, ça faisait plusieurs mois en 2025 où je me disais, ouais, j'aime bien cet espace, j'ai envie de me retrouver, j'ai envie de couper la connexion avec le monde extérieur. Et puis, ça me permet aussi d'aller chercher des choses profondes, travailler sur moi. On pourra faire le parallèle avec la selva, le tambo, avec les diètes. Il y a vraiment des choses. Voilà. Et je m'étais dit, OK, je prends cette résolution en 2025, je fais Vipassana. J'ai eu une première occasion de le faire en février, qui a été une occasion ratée parce que j'étais sur liste d'attente et vraiment jusqu'au dernier moment, j'ai cru. Et en fait, euh, le jour où ça se fait, normalement, j'ai pas de nouvelles, donc je rentre chez moi à Strasbourg. Et le lendemain, alors que c'était censé avoir commencé, ils m'appellent et ils me disent tu peux venir. Je dis, ah, désolé frère, mais en fait, je suis rentré à Strasbourg, je suis à l'autre bout de la terre, je peux pas venir là dans 2 heures, quoi. Donc c'était ça. Et à ce moment-là, je me suis vraiment dit, OK, parce que tu sais, les places sont relativement rares, même si c'est gratuit, et les inscriptions ouvrent 3 mois à l'avance. Donc j'ai pas vraiment eu un coup de tête de je m'inscris. C'était plutôt, je veux vraiment le faire, c'est un truc profond qui est là, et on en a parlé avant. Donc je le prévois, et cette fois, j'y vais. D'accord, ok. Oui, bon, tu me diras pour la diète de plantes aussi. En général, bon, pour prendre, ne serait-ce que pour prendre le billet d'avion, tu le prends en général 3 mois avant, c'est quand même un peu Ah, moins c'est cher. ça, Donc c'est effectivement, ça. c'est quelque chose qui, ouais, c'est une décision qui est là, puis bon, bref. Donc je comprends ce que tu me dis. Mais Euh, sinon, si je cherche ouais. vraiment un déclencheur, et ça fait le parallèle aussi avec nos sujets, avec la diète dont tu es experte et avec DN pour la partie antéogène, comme dans mon cheminement personnel, les psychédéliques, les antéogènes m'ont beaucoup fait cheminer, m'ont beaucoup fait avancer. J'entendais souvent parler de cette opposition, tu sais, entre euh, finalement cette voie spirituelle qui pourrait être atteinte de deux façons différentes. C'est très binaire ce que je dis là. Mais d'un côté, il y a ceux qui prennent ce chemin du Bouddha, de la méditation, de la moralité, d'un truc très, très discipline et qui avancent vers l'éveil comme ça et qui en dérogent pas. Et puis de l'autre côté, tu aurais un raccourci des psychédéliques qui vont t'emmener bam, en haut de la montagne. L'éveil pour les branleurs, quoi. L'éveil pour Voilà, les c'est ça, flemmards, l'éveil, c'est la drogue, c'est les psychédéliques, l'éveil c'est les si t'as plantes, pas c'est le bien time. connu. Oui. C'est ça, tu vois. Et donc, il y avait comme j'ai eu la chance de pouvoir expérimenter les deux, il y a un moment, je me suis dit, OK, on parle beaucoup de Vipassana, et peut-être qu'on reviendra sur la Gazette de l'Abîme, qu'on parle très bien. Et ça m'a vraiment donné envie de dire, maintenant que j'ai fait les deux, que je connais à mon échelle et en surface, ou voilà, je sais pas, je suis loin de tout savoir. Maintenant, je connais les deux. Comment je vais vivre cette expérience de Vipassana alors que j'ai des expériences d'état de conscience modifié autres qui me permettent de la voir avec un autre angle. Et donc, forcément, ça a nourri cette envie. Et donc, je me suis dit, d'autant plus, il faut que je revienne sur ce chemin de la méditation et qui est une méditation pure, quoi, où il n'y a pas du tout d'autres aides extérieures, si on peut appeler comme ça les médecines. Mhm. Bon, c'est quelque chose sur lequel on va revenir de toute façon en étudiant d'un peu plus près ton expérience vraiment enfin voilà, même si je suppose que chaque jour était porteur d'une énergie peut-être et d'un enseignement différent ou d'un obstacle, d'une difficulté différente. Mais déjà pour que les gens soient pas perdus quand même, parce que là on parle Vipassana comme si on était des pros. Moi-même je ne suis pas une pro d'une Vipassana, je ne sais pas exactement quelle est la teneur de l'expérience qu'on propose. Alors j'ai une vague idée, dis-moi si je me trompe. Alors il me semble que c'est 10 jours dans un silence monacal, pour le coup, vraiment, c'est-à-dire que tu ne parles pas à tes congénères, tu n'as pas d'interaction avec eux.
tes congénères de la souffrance, n'est-ce pas? D'après ce que j'ai compris, c'est 10 heures, 10 heures de méditation par jour, 5 heures le matin, une demi-heure pour bouffer et 5 heures le machin. Tu dors sur, enfin voilà, tu dors dans un, c'est même pas dans un dortoir parce que je crois que l'isolement est quand même fondamental. Donc, on va dire sur une espèce de natte, une natte posée au sol. La nourriture évidemment, alors ça j'approuve, hein, bien sûr, est végane, végétarienne, limitée à rien du tout. Bref, et du coup voilà, et la chose vraiment que j'ai entendue chez tous les pratiquants quand même, c'est que globalement tu souffres ta mère pendant tout le temps parce que tu as extrêmement mal au dos et qu'en fait la plupart du temps finalement les premiers jours, vraiment les 5 premiers jours, peut-être les 7 premiers jours de Vipassana, en fait tu es en lutte permanente contre ton mental qui ne se focalise que sur la souffrance que chaque petit point de son corps ressent. Et effectivement, au bout de 7 jours, les 3 derniers jours, genre, il y a quelque chose voilà, qui éclate. Et là, ça y est, voilà, ça y est, tu t'es contente, t'as compris la chose et ça va mieux. Alors voilà à peu près, on va dire le cliché. Si moi, qui suis pas quelqu'un qui suis vraiment dans les clichés, c'est la représentation que j'ai, je suppose que beaucoup de gens dans le monde ont cette représentation de Vipassana. Donc, à toi de nous dire désormais comment ça s'est passé réellement, quoi. Yes, bah, je pense que c'est une représentation que pas mal de gens ont et je pense que ça peut être le vécu de certaines personnes, et il y a du vrai là-dedans. Là, dans cette retraite-là, c'est un cas un peu particulier parce que c'est pas un centre permanent de Vipassana, c'est un centre qui loue dans le sud de la France. C'était à Bagnères de Luchon, super endroit à côté de la frontière espagnole. Et donc, il loue une sorte de gîte de groupe où tu aurais des classes de ski, par exemple. Donc, on enlève les nattes, on enlève le côté spartiate. C'était relativement confort. On était en dortoir, mais plutôt en version light, au sens où c'était des dortoirs normalement de 4 avec des lits superposés ou de 8, et il n'était que la moitié des personnes. Donc, moi, j'étais en coloc avec une deuxième personne, mon ami Salim, que je salue si jamais il regarde cette vidéo. Cœur sur toi, mon frère. Voilà. Et, donc ça, c'est le premier truc. Donc en soi, c'est OK. À niveau confort, il n'y avait pas de problématique. On avait une petite douche privative. Enfin, voilà, tout va bien. Mais je pense que effectivement, peut-être que dans un centre Vipassana en Inde ou en Birmanie, il y a cette volonté d'un dépouillement. Et pour les anciens étudiants particulièrement, peut-être que c'est vraiment la natte au sol. Voilà, je pense que ça existe. Le silence, tu l'as bien résumé. C'est noble silence, à la fois un silence de la parole mais un silence aussi des gestes et du regard. L'intention affichée, c'est de se tourner vers l'intérieur et de ne pas interrompre les autres dans ce regard vers l'intérieur. Mais c'est pas pendant 10 jours, il n'y a pas un seul son qui sort de ta bouche, au sens où tous les jours ou tous les 2 jours, pendant une méditation de groupe, l'enseignant va prendre 6, 8 personnes et poser quelques questions auxquelles là, tu vas avoir un échange même qui est très focus, mais quand même parler. Et puis, si jamais tu as une question, tu as un temps d'enseignement toutes les pauses de midi où tu peux t'inscrire et aller poser tes questions à l'enseignant directement. Mhm. Donc, il y a cet aspect-là. D'accord. Euh, et puis, si tu as des problèmes logistiques, moi j'ai eu besoin de lessive à un moment, tu vas voir le manager et tu te dis, bon, comment je fais pour la lessive, quoi. J'ai besoin de laver mes slips, au secours, quoi. Je trouve que ça désamorce un peu l'idée de oh, ouais, je vais pas sortir un mot pendant 10 jours. Et comment je fais si j'ai un problème? En fait, si tu as un problème, viens en parler aux personnes qui sont dédiées à ça. Alors, j'aimerais, excuse-moi de t'interrompre parce que du coup, tu vas continuer. Il y a encore plein de choses pour répondre à ma première question. Mais là, quand même, j'ai envie de réagir du coup sur le silence en fait. Parce qu'effectivement, alors je sais pas, dans d'autres sortes, on va dire, de monastères un petit peu plus austères, un petit peu plus ascétiques, c'est Ouais, vrai que j'ai entendu quand même que cet aspect du silence, mais du silence vraiment profond, là pour le coup, sans aucune interruption ni rien, que ça avait une dimension extrême en fait dans l'expérience que tu allais vivre, que ça, que ça, que ça apportait. C'est pas que ça apporte quelque chose, en fait, c'est surtout que justement ça retire. Ça ouais, retire énormément de choses et du coup, tu peux plonger profondément dans une zone de toi-même que tu ne connais pas à partir du moment où tu t'exprimes. Parce que ça, je pense que tu le sais, quand on parle, en fait, le langage, vraiment, il y a des zones, en fait, du cerveau qui sont connectées à la parole. Et il se trouve qu'en fait, c'est les zones du cerveau qui sont liées à la logique. Donc, encore une fois, c'est le cerveau gauche, du coup, je crois, le cerveau
le cerveau analytique, si tu veux, quoi. Et que du coup, et c'est quelque chose aussi qu'on demande en diète de plantes, même si effectivement il y a quand même du blabla un petit peu avec les chamans. En tout cas, vraiment, voilà, c'est comme là pour le coup, c'est comme si tu as le besoin de laver tes slips, tu as le droit quand même de dire quelque chose au chaman, tu as le droit si tu veux, quoi. Et désormais, même il t'encourage un petit peu à. Voilà. Mais il est vrai que cet aspect du silence et quand voilà, pendant 10 jours, on va dire, quand tu n'utilises pas la partie du cerveau qui est relié à la parole et au langage. Apparemment, en fait, ça éveille d'autres zones du cerveau qui sont un petit peu mises en retrait dans le monde de tous les jours où effectivement on parle, on ratiocine, on logicise, on tout ce que tu veux, et que du coup, en fait, vraiment éteindre cette zone du cerveau. Ça allume en fait l'autre zone et que ça te permet d'accéder du coup, à des informations quand même, des informations probablement sur toi-même qui sont du domaine intérieur, auxquelles tu n'as pas accès dès lors que tu parles. Après, voilà, c'est pas du tout pour critiquer ton expérience, et je pense que voilà, quelques petits mots à droite à gauche, ça n'empêche pas que tu es quand même dans une dimension profondément silencieuse, en fait. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, je te rejoins complètement. Je te rejoins complètement. Et moi, c'est un truc que j'ai voulu rechercher aussi, de dire, OK, chaque mot qui n'est pas nécessaire ne sera pas prononcé. J'aime beaucoup ce que tu as dit, pareil au niveau de l'économie des gestes, tu sais. C'est vrai que en diète de plantes aussi, pour le coup, tu sais, l'espèce d'ultra agitation qu'on a, ne serait-ce qu'avec notre téléphone, hein, désormais, on a un truc avec le téléphone, tous, donc il y a un surusage des yeux, des mains, enfin bon, c'est une catastrophe, quoi. Euh, Et c'est vrai que j'ai beaucoup aimé cette économie en fait de gestes dont tu parles, quoi. Faire attention en fait que chaque chose compte finalement, en fait, que chaque chose soit pas dans le vide, en fait, pas pour meubler, pas pour, tu vois, mais chaque chose est vraiment. Est-ce que tu crois, excuse-moi, c'est un peu, voilà, est-ce que tu crois qu'un être humain peut atteindre ça dans sa vie entière et que sa vie entière en fait soit dans tu sais que chaque chose compte en fait et qu'il n'y ait plus rien de superfétatoire ou de blablabla, quelque chose de très très. Est-ce que c'est possible à atteindre, tu penses ou pas? Moi, je suis un bébé méditant hein, au regard de Vipassana, donc j'ai envie de dire que moi, la première réponse que j'ai envie de dire oui, ou peut-être je dirais qu'on peut tendre vers ça, de mettre plus de conscience, plus de présence dans notre quotidien. Ça, je pense que ouais, ça, on peut vraiment le faire et s'améliorer en ce sens. Après, est-ce qu'on peut être éveillé? Bah, finalement, ça pose la question de est-ce qu'on peut devenir Bouddha? Si t'écoutes Bouddha, tout le monde peut devenir Bouddha, mais on n'en voit pas tous les 4 matins non plus, donc. Je dirais oui, mais il faut pas croire que ça se fait comme ça, quoi. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise. Ah, c'est ça. Je chante la vie, je danse la vie. Ouais, D'accord. je pense. Parle-nous du silence. Il faut qu'on explore là d'emblée cet aspect du silence. Qu'est-ce que t'as éprouvé? Qu'est-ce que t'as rencontré dans ce silence? Euh, ben, beaucoup de présence, et pour moi, et on y reviendra parce qu'on est parti du déroulé de Vipassana, c'est profondément centré sur le corps. Ton économie des gestes, ce qui t'a touché, profondément centré sur les sensations corporelles, comment je me sens, et donc en observant ça, je reviens dans mon corps. Et ce silence aussi permet ça, une écoute beaucoup plus grande de ton corps. Alors bien sûr, il va y avoir des pensées à plein de moments, mais je pense que au fur et à mesure de l'expérience, le mental s'apaise et il laisse de plus en plus de place au corps et de plus en plus de place en général à l'être et à ce qu'il y a autour de toi. Et je pense que ce silence, il permet ça. Et je l'ai pas vécu comme un silence oppressant, comme certaines personnes peuvent le vivre à un moment. J'ai eu des retours dans ce sens-là. Après, il a plein de qualités différentes en fonction de l'état de fatigue, en fonction du mental, en fonction de la douleur. T'en parlais un moment, il y en a rien. Et, euh, et je pense que tu as profondément raison quand tu dis que voilà, ce silence nous permet d'activer des choses qu'on n'activerait pas si on a la capacité de parler, et de réfléchir autrement, utiliser d'autres zones de notre cerveau. Donc, je pense qu'il y a vraiment ça dans le silence de Vipassana. Et ce silence aussi, il permet l'attention à, à l'aspect enseignement, puisque finalement, ce que tu vas entendre comme parole dans la journée,
ça va être soit des chants, des sortes de mantras en pali, soit des instructions de méditation guidée, pour le simplifier, soit en fin de journée, un discours qui dure à peu près 1 heure et qui est pensé jour après jour sur les 10 jours pour correspondre peu ou prou à ce que tu es en train de traverser, à ce que tu es en train d'apprendre, à ce que tu es en train de vivre. Et donc ce silence-là magnifie ou met un halo sur tout ce qui vient le rompre, entre guillemets, et qui prend d'autant plus d'importance et Mhm. de résonance. Waouh, c'est vrai que je m'étais pas représenté la chose comme ça, mais c'est très parlant ce dont tu, effectivement, enfin voilà, quand t'es dans le silence et que il y a ouais, le peu que t'entends, en fait, ça prend une dimension, hein. Je sais pas, c'est probablement comme en diète de plantes, quand t'as le droit de manger un fruit après 10 jours d'avoine, bah, tu vois, c'est démultiplier tu vois, Ouais, le truc du sucre, ouais, quoi. ouais, Eh ben, je ouais, pense que ouais. c'est pareil pour les paroles qui sont distillées tout au long du truc, quoi. Tu vois, et c'est pareil en diète de plantes. Tu peux pas savoir le miracle. En diète de plantes, tu vois, les 10 premiers jours, t'as pas le droit de boire d'eau. Tu bois que la sève de ta plante. Alors ça va D'accord. en augmentant. Les premiers jours, c'est un verre le matin, un verre le midi, un verre le soir. Deuxième jour, 2 verres le matin, 2 verres le midi. Donc ça va en augmentant, on va dire. Mais les premiers jours où il fait quand même 50 degrés dans la jungle, hein, donc même s'il était dans ton tombeau, et tu crèves de chaud, quoi. Tu peux pas imaginer le miracle de chaque gorgée, c'est un miracle, tu as envie de le faire durer éternellement. Et pareil, quand tu manges très peu quand même. Donc le miracle, tu retrouves le miracle dans un grain de riz, tu vois ce que je veux dire? Et ben là, ce que tu me dis au sujet du silence, c'est des quelques paroles d'enseignement qui sont distillées avec beaucoup de brio, hein, je suppose beaucoup voilà, de précision. Effectivement, ça doit résonner et trouver une ampleur, retrouver, je dirais peut-être, quelque chose qui a de sacré, peut-être même, tu vois, dans la parole, dans la vraie parole, tu vois. Ouais, je pense que c'est un super parallèle. Mhm. Euh, c'est le truc que j'aime bien, c'est, tu sais, quand tu es malade pendant 3 semaines, que tu es au lit, que tu galères et tout, le moment où tu reviens en bonne santé, tu as ces Oh jours ou putain, cette oui, semaine. Oh, c'est c'est trop bien d'être énorme, normal, tu vois. énorme. C'est énorme, l'énergie, quand tu retrouves l'énergie dans la vache, comme t'es heureux, quoi. Mon Dieu, oui, je vois très bien. Je vois très Donc, bien. ouais, ouais, je pense qu'il y a ça. Toi, c'est quelque chose que tu as ressenti en diète, j'imagine. Oui, 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 tout à fait. Tout à fait. Qu'est-ce que je voulais dire? Au niveau du corps, Alors déjà, comment il s'exprime le corps? Et qu'est-ce qu'il dit? Bon, je pense que c'est différent pour chacun, mais toi, très particulièrement, peut-être, comment il a trouvé moyen de parler? Eh ben, le premier truc que tu disais tout à l'heure, c'était sur la douleur Mm. physique. Euh, je peux revenir à peine en arrière sur le Oui, déroulé pour les gens qui nous oui, suivent. Alors, comme tu l'as dit, c'est 10 heures de méditation par jour sur des sessions qui vont en général de 1 heure à 2 heures. Il y a 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures en fonction des moments. Soit ensemble dans le hall, soit tout seul dans ta chambre si tu choisis de le faire. C'est un peu les deux options. On commence à 4 heures du matin et on finit la journée sur le coup de 21h30 à peu près. Euh, Comme on t'impose pas de posture, on te dit pas mets-toi en lotus, en demi-lotus, fais ci, fais ça. C'est vraiment pendant quasiment tous les jours jusqu'au jour 5, on n'a pas parlé de posture. Tu fais ce que tu d'accord. veux, juste t'es pas avachi dans la salle, t'es pas en train de faire le poirier. Non, je médite, les gars, hein, tranquille, hein, ouais, je suis là, je participe, je vous jure, tu dors. Donc, voilà. Moi, j'ai trouvé ça assez permissif, presque inclusif là-dessus. Il y avait des dossiers à disposition s'il y avait des personnes, tu vois, il y avait des gens qui avaient jusqu'à, je pense, 60, 70 ans. Ils pouvaient prendre un dossier si ça les aidait, plus de coussins, moins de coussins. Et puis, si tu as besoin de prendre une chaise dans ta chambre, tu peux le faire, quoi. Tout ça, ça permet, je trouve, dans les premiers jours, de mettre plutôt à distance la douleur en ayant la possibilité de changer de position, de trouver quelque chose qui est juste pour toi. Il va y avoir un inconfort, hein, on ne va pas se mentir. Quand on n'a jamais médité plus de 30 minutes d'affilée, rester en position, surtout si on n'est pas très sportif ou si on a un peu, tu vois, genre l'habitude d'être sur sa chaise de bureau comme ça, bah oui, tu as le dos droit pendant 3 quarts d'heure, 1 heure, bien sûr que tu vas sentir des tensions. Pour ma part, comme ça arrive assez souvent que je médite 1 heure quand je suis chez moi,
mon corps est déjà assez entraîné à cette posture et donc la souffrance, c'était pas un élément majeur de mes premiers jours. J'en ai ressenti. Hein, clairement, je vais pas dire ah, tout était bien. Non, j'ai eu de l'inconfort, j'ai eu de l'engourdissement dans les jambes, des picotements dans les pieds, j'ai eu un point dans la fesse. Enfin, je te fais pas toute la liste, mais j'ai eu ça, quoi. Mais, mais pour moi, j'étais pas en mode c'est insupportable les 3 premiers jours, je vais me barrer à tout moment. Et je sais que pour des gens qui méditent moins, qui ont moins cette habitude-là, c'est beaucoup plus difficile à traverser et c'est un élément majeur des premiers jours qui peut arriver. Euh, la Gazette de la Bible en parle très bien dans leurs vidéos explicatives. On pourra peut-être mettre le lien en bio ou ce genre de choses. Il y a un déroulé et donc vraiment, il y a un côté, ça peut jouer pour plein de gens. Pour moi, le corps, il s'est exprimé de cette manière-là et il s'est exprimé aussi par le sommeil. J'avais besoin de beaucoup moins de sommeil, genre 3 4 heures par nuit. Alors que, tu vois, on se levait à 4 heures du matin, on se couchait à 22 heures, quoi. Donc beaucoup moins de sommeil, beaucoup plus de rêves que d'habitude. Je me souvenais de vachement plus de rêves. Souvent, j'étais réveillé par des choses vraiment très signifiantes pour moi. Donc là, c'est un des corps-esprit. Et puis, peut-être pas les premiers jours, mais assez vite, je me suis senti beaucoup plus sensible, notamment à la beauté des choses qui m'entouraient. Tu vois, c'est ce que tu disais avec cette gorgée magnifique d'eau dans ton tombeau près que tu pu la voir, ou tu t'observes, je sais pas, peut-être une plante, quelque chose autour de toi, et waouh, ça te frappe, quoi, ça te touche de plein fouet. Bah, pour moi, il y a eu ça aussi. Alors, c'est encore un parallèle assez Euh, impressionnant. Pardon, excuse-moi, t'avais pas fini. Bah, c'est juste pour te dire que voilà, ça m'a touché et il y a eu plein de moments où ça m'en a ému aux larmes. Tu vois, il y a des moments, deux matins, un lever de soleil, mais était d'une beauté mais indicible. Et j'étais en larmes totales. La vie coulait à travers mes yeux, quoi. C'est- je pouvais pas dire autrement que ça, quoi. Est-ce que tu penses que Est-ce que tu penses que la vie qu'on mène, elle nous crée comme une sorte de carapace en fait, déjà parce qu'elle est indispensable pour survivre dans le monde occidental qui est un monde très dur, mais alors déjà comme mesure de protection et de survie, mais aussi parce que justement on prend enfin, je sais pas, on prend pas le temps de se retourner vers soi et non plus d'ailleurs de se retourner vers l'extérieur véritablement. En fait, c'est très marrant, il y a une sorte de paradoxe, je trouve, dans notre vie parce qu'effectivement, on pense tous qu'à notre gueule, hein, avec l'esprit capitaliste qu'on a tous et la fameuse productivité qui nous touche franchement absolument tous, que ce soit dans le domaine spirituel ou ailleurs ou dans le domaine artistique. Je trouve que, et moi la première, hein, c'est pour ça que je peux en témoigner, je trouve que la productivité, même dans le domaine spirituel, où il faut en fait finalement être overproductif, hein, même proactif, je crois que c'est comme ça qu'on dit, pour sa guérison, pour ses thérapies, pour son éveil, pour sa sagesse. On est censé être proactif, tu vois, c'est vraiment... Et voilà, pour moi, ça fait partie de l'esprit capitaliste, hein, pour le coup. Je peux en témoigner parce que je vois bien qu'en fait, je suis... Moi et mes frères et sœurs, par exemple, qui sommes des gens très freestyle et on se permet vraiment d'être des gens très libres, hein, de faire notre vie à notre sauce, il n'empêche qu'on a cette injonction de productivité qui fait qu'en fait, on culpabilise dès lors qu'on n'est pas assez productif. Alors moi, la productivité, évidemment, ça s'exprime dans le domaine artistique ou dans le domaine de mon blog ou du partage ou écrire un bouquin. Enfin voilà, ça reste très raisonnable, hein, c'est du domaine artistique. Mais il n'empêche que j'ai cette culpabilité quand j'ai passé une journée à juste me détendre. Et évidemment, quand tu tiens comme ça à être productif chaque jour que Dieu fait, bah en fait, tu n'arrives pas t'arrives pas à prendre le temps, tu sais, d'aller marcher dans les montagnes et t'as l'impression de perdre du temps sur l'écriture que tu devrais être en train de faire, tu vois quoi. Ouais. Alors moi ça commence à s'apaiser. Ça dépend des périodes, on va dire. Il y a des fois où franchement ça va, mais la majorité de mon temps c'est pas ça. Ma question du coup, c'est est-ce que tu penses que c'est peut-être un peu cette injonction d'hyperproductivité qui fait qu'on n'est plus capable d'être ému aux larmes face à un coucher de soleil parce qu'on le voit, c'est comme si on le voyait pas en fait. On n'arrive plus à, pour voir quelque chose vraiment, voir la beauté d'une chose. Est-ce qu'il faut prendre le temps de marcher vers cette chose?
dans le silence, ou quelque chose comme ça, tu crois, ou... Je pense que c'est un des éléments, ouais. Ouais. Ouais, je pense que c'est une des choses. Enfin, je te rejoins sur les injonctions qu'on subit de par notre société, Mhm. ou qu'on se met nous-mêmes de par nos conditionnements qui sont liés à la société Oui. aussi. Oui. Je pense que l'immense majorité des gens aujourd'hui, et ils ont toutes les raisons de l'être, sont dans une forme de dissociation plus ou moins légère, plus ou moins profonde, vis-à-vis de leurs émotions, vis-à-vis de leur corps, vis-à-vis du monde extérieur parfois, et qui, parce qu'ils ont besoin euh, de fonctionner dans la vie au quotidien, et pas de s'effondrer dès qu'ils entendent une dinguerie. On peut juste penser conflit armé autour de nous, on peut penser politique qui part en vrille, enfin, plein de Ouais. sujets. Ouais. Et ça fait un peu penser à Ansgar Rougemont qui parle de dissociation traumatique de la société et Ouais. qui s'incarne dans les individus. Donc oui, je te rejoins. Je pense que plus on est dans cette injonction de productivité, ou même, pour le dire tout simplement, quand on est en galère parce qu'il faut payer Ouais. ses factures à la fin du mois, Ouais. il y a moins d'espace pour ressentir parce que l'urgence, c'est la survie. Donc ouais, je pense qu'effectivement, on subit ces pressions. Je pense qu'on a une marge sur laquelle on peut revenir à plus de présence, mais qui est un choix conscient et c'est pas un truc forcément facile. C'est pas dire aux gens, ouais, en fait, non, il faut juste que tu médites et c'est ta faute si tu n'arrives pas à être plus ému par ce qui t'entoure. C'est une question de société aussi. Ouais. Ouais, je te rejoins aussi là-dessus. Euh, donc pour en revenir à ce que tu nous disais au sujet du corps et le parallèle que j'aimerais faire de nouveau avec la diète de plantes parce que vraiment c'est impossible que je le fasse pas en fait. Là tu disais du coup que alors tu as évoqué les petites pointes de douleur inévitables, mais tu as surtout évoqué le fait qu'en fait tu dormais 3 heures par nuit, entre 2 et 3 heures par nuit à peu près quoi, et que tu arrivais à rêver et faire des rêves extrêmement signifiants durant ces 2 ou 3 heures. C'est incroyable comme ça rejoint ce qui se passe en diète de plantes. En diète de plantes, il est fréquent qu'il arrive que des gens ne dorment carrément pas. Pendant 2, 3 semaines, ils vont pas dormir du tout en fait. Pour autant, ils le vivent très bien. C'est pas Mm. comme s'ils collaient l'étiquette insomnie dessus et que du coup, bah, chaque nuit était une putain de torture parce que mon Dieu, Ouais, j'arrive pas à dormir. Je sens bien que je suis épuisée, mais j'arrive pas à dormir. C'est pas du tout ça qu'ils vivent, pas du tout. ouais, Évidemment, quand tu es en pleine nuit, notamment dans la jungle, avec le chant de la jungle et dans une petite maison de bambou avec un toit de paille, je t'explique que tu es quand même très très proche de la nuit en tant que ouais. telle et des êtres de la nuit. Dieu sait qu'il y en a des milliards dans la jungle. Donc évidemment, c'est un état de conscience modifié. Même si tu ne dors pas, être allongé de nuit dans ton tombeau en pleine jungle, c'est un état de conscience modifié. Et donc les gens qui ne dorment pas, ou très peu, ils témoignent d'en fait de quelque chose d'important qui se passe dans cet instant nocturne. Et donc évidemment, il n'y a pas non plus de signe de fatigue en fait. Donc on se demande en fait où le corps et où l'esprit, parce que l'esprit peut fatiguer aussi quand il dort pas. D'ailleurs, c'est peut-être encore plus l'esprit que le corps qui devient fou, hein. Soyons clairs, hein, le sommeil, c'est principalement l'esprit qui repose davantage que le corps, hein. Bon, bref. Mm. Et ben pour autant, les gens voilà, ça va très bien et ils ont plein d'énergie. Et du coup, il y a les rêves aussi, évidemment, qui, quand tu arrives à dormir, pour le coup, quand même, ou quand tu dors un petit peu, qui s'activent. Est-ce que toi, alors déjà au niveau de l'énergie, est-ce que tu sais à quelle source d'énergie tu es relié? Est-ce que tu pourrais mettre un mot dessus? Je suis pas sûr d'avoir compris ta question. Cette énergie qui t'habitait alors que tu dormais pas, d'où elle venait? Mm. Euh, je- je- Le premier truc qui me vient, c'est que quand tu médites 10 heures par jour, tu es dans un état de relaxation profonde et mon esprit, il a tout le repos dont il a besoin. Tu D'accord. vois, Ouais. il a tout, et le corps, il a peut-être plus besoin de s'allonger à un moment, mais il y avait vraiment cette énergie-là. Et au début, c'est des états de conscience modifiés qui sont plutôt légers, et après, ils peuvent être beaucoup plus profonds à partir de certains jours. Mhm. Et je pense que c'est aussi cette énergie-là. Et je pense qu'il y a l'énergie de la nature qui t'entoure. On avait la chance d'être en moyenne montagne, on avait des sommets autour de nous qui, quand on est arrivé, étaient en mode automne. Et 2 jours après, il a neigé, enfin, il a plu chez nous, il a neigé chez eux. Et donc, on était dominé par cette force.
de la montagne qui nous a transféré beaucoup, beaucoup d'énergie. D'accord. Ah, c'est une chouette réponse. C'est une chouette réponse. On va y revenir aux états modifiés de conscience. Si tu veux te lever pour baisser le rideau parce Ouais, que tu as le je vais soleil dans faire la ça gueule, parce que n'hésite là, pas, on hein. dirait T'inquiète, vraiment. les gens comprendront, hein. Excusez-nous, mais enfin voilà, ma star, ma star est éblouie. Là, tu l'auras encore dans la gueule, à mon avis, hein. Faut peut-être le baisser un Ouais, peu tu plus. penses? Attends, je regarde. Ouais, t'as raison. Eh oui. Désolé les gens, hein. Mais je fais pas de Les, montage les, vidéo, donc désolé, hein. les aléas du direct. C'est bon là? Oui, c'est bon, ça devrait aller. Ok. Je découvre mon cabinet en même temps, c'est la première fois que je ferme des volets. C'est une belle inauguration, c'est cool. Ouais, je suis vraiment content d'ailleurs, je pose ça là, désolé pour tous ceux qui nous écoutent pour la conversation perso, mais je suis vraiment content de partager ce moment avec toi dans les premières semaines du cabinet et c'est une belle inauguration. Donc C'est merci pour ça. chouette, ça fait plaisir, ça fait vraiment plaisir d'entendre ça. C'est vraiment cool. On va en parler de toute façon, hein, à la fin de l'interview. On va en parler du chemin vers lequel tu te diriges et qui a l'air d'être un sacré beau chemin. Voilà. Donc j'aimerais revenir à cette idée de rêve aussi quand même. Qu'est-ce que c'est un rêve signifiant pour toi? Quelle différence tu fais entre un rêve de Vipassana et un rêve normal? Je dirais pas qu'il y a une grosse différence entre un rêve vipassana et un rêve normal, c'est juste que pour moi, euh, dans, dans mon vécu des rêves au quotidien, Ouais. euh, je viens d'un parcours où pendant longtemps, je me rappelais jamais de mes rêves, vraiment au point de me questionner si je rêvais ou pas. Depuis 3 4 ans, et notamment depuis l'arrivée des antéogènes dans ma vie, j'y suis beaucoup plus sensible, j'y fais beaucoup plus attention, je les note systématiquement pour pouvoir déjà les ancrer, y revenir. Et j'ai travaillé un tout petit peu les rêves lucides à un moment, donc ça a mis ça. Et je pense pas que la nature même du rêve soit changée. Peut-être D'accord. qu'il est juste un peu plus profond et il y en a beaucoup plus. Et donc c'est en ça qu'ils sont liés à cette expérience spirituelle. Et sinon, ça reste des rêves que j'aurais pu faire peut-être à d'autres moments. Et j'en ai fait depuis aussi en dehors du cadre. Donc, euh, donc voilà. Par contre, c'est vraiment la fréquence qui, pour moi, était, ça n'arrive jamais vraiment, que je rêve, que je me souvienne de mes rêves toutes les nuits Mhm. de la même semaine pendant 10 jours d'affilée, quoi. Ça n'arrive jamais pour moi. Ouais. Enfin, franchement, tu sais, en diète de plantes, moi, c'est exactement pareil. Et alors, du J'allais te coup, demander, ouais. ah non, incroyable. Mais ça, je pense que c'est, enfin voilà, ça doit être, je te dis, le cerveau, tu le mets sur les ondes, je sais pas comment on les appelle, les ondes θ, enfin, j'en sais rien, c'est d'autres sortes Mm. d'ondes. Et clairement, bon, évidemment, il y a l'intention et puis l'attention aussi que tu portes au sujet des rêves. Enfin, bon, bref. Évidemment que ça les encourage, on va dire. Ça encourage ton inconscient à faire transiter davantage d'informations vers la conscience, évidemment, quand tu lui accordes de l'attention et tout ça. Donc, évidemment, il y a ça. Mais il y a aussi, à mon avis, le cerveau lui-même qui est sur une autre fréquence et qui fait que c'est différent, ça j'en suis sûre. Et c'est Ouais, vrai je que moi, pense. tu vois, la dernière diète que j'ai fait, je m'étais programmée sans le vouloir, parce qu'évidemment, il n'y a pas l'électricité là-bas, donc j'avais pas de réveil, tu vois. Mais c'était tellement important les rêves, c'est tellement important les rêves dans la diète de plantes. Il faut même en parler aux chamans et tout, tu vois, ils suivent tes rêves avec attention, donc c'est quelque chose d'important. Euh, je m'étais programmée involontairement à me réveiller 3 fois par nuit en fait pour justement récupérer des rêves. Et du coup Mm. je me réveillais, je notais 3 éléments, mais je m'en souvenais voilà, histoire de m'en souvenir, je me rendormais, j'ai fait ça 3 fois de suite quoi. Et du coup bah le matin, je passais mes matinées entières en fait à analyser les 3 rêves que j'avais fait, qui étaient finalement quand même une espèce de rêve séquentiel si tu veux, qui Ouais, constituait une seule entité on va dire. Donc ouais, donc voilà quoi. ouais, Euh, c'est top. Ouais, c'est génial. Disons que tu récupères un matériel pour te connaître toi-même. Que là, si tu veux, tu ouvres vraiment en fait un dialogue avec une dimension de toi-même. Là, on parle de l'inconscient, je dirais, avec laquelle on a finalement très peu de contact dans la vie quotidienne. On lui accorde pas beaucoup d'attention. La majorité du temps
et de l'énergie et de l'attention est dévoré par la conscience, la conscience ordinaire, quoi, le conscient vraiment, le côté matériel de la vie, tu vois. La dimension inconsciente de nous-mêmes ou subconsciente, disons que la pauvre, elle existe, hein, évidemment, elle est là en souterrain, mais on lui accorde finalement très peu d'attention et elle ne peut pas forcément s'exprimer comme elle le devrait. Alors que si tu en crois des gens comme Jung ou quoi, la majorité des informations qui sont utiles pour être heureux, pour simplifier les choses, hein, pour bien diriger notre vie, être heureuse, les réponses, elles sont là, hein. Donc bon, voilà. Ouais, ça me parle de ouf. C'est aussi pour ça que j'ai voulu bosser avec l'hypnose pour pouvoir accéder plus facilement à ce matériel inconscient Ouais. et à ces parts de nous, ces parts d'ombre, ces parts d'angle mort. Donc ouais, ouais, je te rejoins complètement. Mhm. Et Et tu vois, là où j'ai envie de faire le parallèle avec les diètes, ouais, c'est que un des trucs qui moi, m'a questionné par rapport à Vipassana, c'est que dans le silence, on te demande aussi de pas avoir de distraction. T'as pas de lecture et t'as pas de carnet. Donc tes rêves, tu peux pas les noter. Et là, je pense qu'il y a une différence fondamentale. Et moi, j'aurais voulu pouvoir faire ça à un moment. J'ai accepté le cadre, hein. Mais je me dis, ah ouais, j'aurais envie de, comme ce que toi t'as fait là, ça me donne envie de dire, ok, tiens, qu'est-ce qui se passe dans ces rêves? Qu'est-ce que je peux en noter pour les reprendre après ou les explorer? Et, toi, ça te ferait quoi si en diète, on te disait, t'as pas de carnet, tu peux rien noter? Euh, Bah, honnêtement, je suis admirative en fait. Et là, quand tu me dis ça, moi, je suis presque jalouse du fait eu un carnet au lieu de pas en avoir eu, parce qu'en fait, j'ai l'impression que c'est finalement très occidental le carnet et l'écriture. De toute façon, par exemple, les Shipibo, alors, ils n'ont pas de tradition écrite, mais ils sont quasiment contre la lecture et l'écriture. Évidemment, Waouh! il y a eu une adaptation en fait du chamanisme, on va dire, ou de la façon de diéter, on va dire. Il y a une adaptation. De toute façon, la diète qu'on propose, il faut savoir que c'est pas, voilà, avant les diètes, c'est des diètes d'apprentissage pour les chamans. Autrement, c'est une diète voilà, où tu vas boire la plante pendant 5 jours parce que tu es malade. Les diètes d'évolution spirituelle comme on fait nous, ça s'adresse aux occidentaux. C'est pas quelque chose de chipibo déjà d'une. Donc, D'accord. l'apport de la lecture, des lectures enseignantes, du carnet pour noter ses rêves, tout ça c'est occidental, sachons-le. Eux, ils trouvent qu'en fait, comme beaucoup d'ailleurs comme Socrate en son temps, qui était contre aussi hein, l'écriture et que c'est pour ça qu'il a rien écrit. C'est Platon voilà, hein, qui a retranscrit ce que Socrate avait dit. Mais Socrate était contre l'écriture. Lui, il était pour la pure, le pur présent de l'être, j'ai envie de dire, dans le dialogue rationnel. C'est ce qu'il appelle, oui, le dialogue, le discours, enfin pas le discours, le dialogue rationnel, un échange d'idées qui est tout le temps vivant, qui n'est jamais figé. Et rien ne doit être figé dans le marbre. Parce que là, dans ces cas-là, en fait, tu interromps le mouvement, plus ou moins, de la vie, je dirais même, de l'intelligence, de la conscience et même de la vie, en voulant figer les choses et en leur collant des étiquettes. Donc, a priori, écrire ses rêves et les décortiquer, Jung, il est génial. Honnêtement, Jung, moi, heureusement que je l'ai dans ma vie. Et oui, ça m'a apporté des choses pour me connaître moi-même. Pour autant, c'est complètement à l'inverse des traditions, je dirais, des traditions un peu plus ancestrales, du coup, comme le Vipassana ou la diète de plantes Shipibo, où en fait, bah non, tout se passe dans le présent. Ce dont tu dois te souvenir, tu vas t'en souvenir. Ou bien, c'est juste destiné à être vécu, compris sur le moment. Et hop, là, c'est intégré dans le corps au lieu de dans la tête. C'est intégré dans le corps. Ça fait partie de toi. Pourquoi tu aurais besoin de relire tes rêves derrière pour comprendre que tu as compris quelque chose il y a des années? On s'en bat les couilles, en fait, Ouais, quoi. ouais, Et tu te ça me coupes du rappelle nos présent en faisant ça. discussions. Et moi, je t'avoue que là, je vais bientôt, du coup, retourner dans la jungle. Et que, bah écoute, j'ai envie de te Tu vas dire. pas prendre ton carnet. Alors, non, mais je vais prendre plus que ça, chérie. Je vais prendre ma tablette parce qu'il faut que je finisse mon bouquin sur la diète de plantes. Et que de toute façon, là, je vais pouvoir cuisiner les chamans sur place en live. Donc, le bouquin sur la diète de plantes, je vais te dire, il va être imprégné de l'énergie de la jungle, un truc de fou. Donc, je vais être obligée d'écrire. Mais il n'en demeure pas moins qu'à un niveau très personnel, je, je voudrais essayer d'être, je sais pas, d'être plus comme un animal. J'en ai marre de m'intéresser à mon petit cul, ma petite thérapie, mes petits problèmes émotionnels. J'en ai marre. Je veux redevenir un animal et éprouver le monde comme un animal. Et donc ça, si tu veux, on s'en fout de, enfin, voilà, bref, voilà où j'en suis dans ma vie, moi, personnellement, mais c'est pas moi la question. Donc, Bon, c'est important. Enfin, moi, ça ouais, m'intéresse aussi de savoir, quoi. c'est Mais, gentil, mais mais voilà, moi je suis plus intéressée par savoir, quand tu parles d'état de conscience modifié, du coup, est-ce que, je sais pas, est-ce qu'il y a peut-être un moment en particulier où tu as eu une méditation qui ressemblait pas aux autres, ou une méditation où vraiment ça ressemblait à un stade antéogénique, ou dis-moi. ouais, 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 complètement. Il y en a eu plusieurs. ouais, Euh, jusqu'au jour
5, 6, Oui. j'étais dans des méditations assez classiques, avec des états de détente profonde, et de grande présence. Donc ça, c'était chouette. Et l'enseignant, à un moment, nous demande, OK, ça va, au, au niveau de l'équanimité par rapport aux sensations désagréables, comment ça se passe? On pose peut-être le terme équanimité. Euh, Là, c'est un terme qui vient du bouddhisme, et ça va être le non-attachement aux sensations agréables. Si par exemple je ressens un truc qui est vraiment cool, je vais pas me dire ah ouais j'en veux plus, ah ouais la prochaine méditation je veux que ce soit là, ah non il y en a plus c'est nul. Donc on est vraiment dans un non-attachement à ce qui est agréable, et on pourrait dire non-attachement aussi ou surtout non-rejet de ce qui est désagréable. Genre ah putain j'ai mal au dos, j'ai mal ou c'est inconfortable, j'ai très envie que cette sensation elle s'arrête, je vais changer de position, je veux plus jamais ressentir ça, et puis la prochaine méditation, ah, j'espère que je vais pas ressentir ça. C'est une sorte de, tu vois, de positionnement de je veux pas, de désir, enfin plutôt d'avidité et d'aversion envers les choses. Et, euh, et donc voilà, il me pose la question par rapport à ça. Moi, je dis, bon, bah voilà, ok, c'est plutôt ok, je ressens des trucs désagréables, mais ça va. Et puis, les sensations agréables, bah, c'est neutre, donc ça va aussi, quoi. Et pam, pas de hasard. Juste après ça, je fais une méditation où pendant 1 heure et demie, je suis défoncé. Je suis vraiment genre, j'ai pris 150 milligrammes de MDMA, 200 milligrammes de MDMA, et je suis dans une respiration d'une amplitude. Mon visage rayonne, je suis dans une euphorie totale. Et je suis en mode, ah, c'est de ça dont il parlait, les sensations agréables. Ok, je comprends. Et donc là, vraiment, pour moi, il y a eu ce déclic, et c'est arrivé peut-être 3 fois sur les 10 jours, et 1 ou 2 fois depuis que je suis rentré, où simplement en faisant exactement la même méditation d'observation des sensations du corps, à un moment, un flux de sensations subtiles qui provoque un état d'euphorie totale et un bien-être profond, quoi. Donc, Comment ça s'explique scientifiquement, ça, ou bien traditionnellement? Comment ils l'expliquent, eux, ça? scientifiquement, j'aurais bien de la peine à te l'expliquer. Honnêtement, je ne me suis pas penché là-dessus, donc je vais botter en touche, mais je sais qu'il y a des études intéressantes qui sont faites, notamment sur Vipassana et sur d'autres formes de méditation. Et traditionnellement, eux, ce qui est visé dans la technique, il n'y a aucune intention de tu vas aller travailler tel truc ou tu viens avec tout ce que tu disais sur le côté un peu pas dérive, mais on a adapté spirituellement pour des gens qui sont dans une quête de sens ou dans une quête de réponse ou de guérison. Là, c'est pas du tout ça. On te dit que la technique, elle est faite pour éradiquer la souffrance, mais on te dit pas, viens avec ta souffrance, on va la gérer. C'est pas du tout ça, quoi. D'accord. Et dans leur vision du monde et de l'esprit et du corps-esprit, il y a un terme, alors j'espère que j'expliquerai bien, parce que c'est pas la première fois que je le décris, qu'ils appellent le Sankara. Et le sankara, ce serait l'accumulation de toutes nos réactions, je vais essayer de l'occidentaliser un peu, toutes nos réactions automatiques, soit d'aversion, de rejet de ce que tu veux pas ressentir, soit d'avidité, de forme d'addiction pour des choses que tu veux à tout prix, quoi. On pourrait dire le désir et la peur ou la haine. Ouais. Et ces sankaras, à chaque fois que tu tombes dans un fonctionnement habituel, automatique, dans un conditionnement, et que tu vas à fond de ah non, je veux pas du tout, je rejette, ou ah ouais, vas-y, donne-moi plus, hop, 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 etc. Quelle masse! Oui, oui, oui. Voilà, c'est ça. Et ben, dès que tu vas faire ça, tu vas créer pour eux un sankara. Il y a 3 types de sankara, des sankaras d'aversion, de rejet, d'avidité, d'addiction, de désir pas équilibré, Ouais. et puis d'ignorance aussi, qu'on a très peu exploré. Et ces sankaras s'accumulent sans racine, renforcent un conditionnement, si tu veux le dire avec des choses comme ça. Eux, leur explication, c'est que les sensations désagréables permettent, en les observant avec équanimité, neutralité, non-jugement, et en leur laissant le temps de se dissoudre, de se modifier et de disparaître,
permettent d'éradiquer, de faire remonter à la surface d'anciens sankaras d'aversion et donc de se purifier de ces habitudes qu'on aurait eues de rejeter les choses qu'on n'aime pas. De la même façon, les sensations agréables permettent, elles, de faire remonter d'anciens sankaras d'avidité et de se défaire de nos accoutumances, nos addictions, nos préférences très fortes et déséquilibrées. Et dans ce modèle-là, en fait, c'est la simple observation du corps et c'est le corps qui va faire remonter les choses qu'il y a à faire remonter sans qu'on cherche à savoir pourquoi. Et ce serait pour ça qu'à un moment, tu as plus de tension, plus de choses vraiment très solides, dures, ou plus de choses super légères et super antéogéniques. Pas forcément antéogéniques, mais plutôt génératrices de sérotonine. Oui, aussi, mais enfin, je sais pas ce que tu décrivais, tu sais, comme si ton visage était baigné de lumière et que tu sentais comme comme tu dis ici, là, qu'il y a une amplitude ici. Bah, honnêtement, moi, sentir Dieu en moi, c'est ça que ça me fait. Honnêtement, moi, je suis Ouais, très animale, hein, pour le coup, plutôt que, enfin, voilà, moi l'éveil, pour le coup, et enfin, voilà, bon, les quelques expériences, on va dire, qui se rapprochent de ça, moi, c'est très corporel, c'est très animal. Et même, à vrai dire, le bonheur ou la clarté, hein, pour moi, je l'associe à quelque chose de très physique, hein, finalement. ouais, Pas, évidemment, c'est pas des idées, c'est pas des machins. Au contraire, c'est ouais, comme un soleil que tu peux sentir sur ton ici. Là, c'est ouvert. Enfin, je sais pas, c'est waouh, quoi. Bref. Pour moi, c'est ouais. scientifique, du coup. Ouais, je pense C'est qu'il y a Dieu, c'est ça. ce sentiment-là. Moi, j'ai pas mis ce mot-là, c'est rigolo, ça. C'est la deuxième fois que tu mets des mots différents sur une réalité qui est partagée. Eh, Dieu, Euh, chacun le voit comme il veut, hein, mais bon, moi, voilà, Dieu, la façon dont je le connais, c'est ça. Bah ouais, je me suis jamais posé cette question sur le côté corporel de cette euphorie, si ça pouvait être une manifestation du divin. Mhm, Moi, je l'ai plutôt associé là pour le coup vraiment c'était un état très très proche de l'AMDMA pour ceux qui connaissent cet état dans les auditeurs. Euh, pour ça que j'ai vraiment fait le parallèle. Par contre, tu vois, c'est pour ça que je pinaillais un peu sur antéogénique, parce que pour moi, j'avais pas une sensation de présence du divin à ce moment-là, parce que j'étais pas là-dessus. Par contre, en dehors des méditations, ouais, complètement, quand je te décris ce lever de soleil ou la présence des montagnes, il y avait quelque chose d'une force de la vie, de beaucoup plus grand et qui était présente à tous les moments, que j'ai peut-être un peu moins ressenti dans les méditations, puisque là, à ce moment-là, j'étais concentré sur mon corps et sur mes sensations. oui, je comprends ce que tu me dis. Je comprends ce que tu me dis. Après, c'est vrai que je dirais que d'une manière générale, c'est plus facile de voir Dieu à l'extérieur, dans la beauté de la nature, parce que effectivement, il y a que, il y a que un génie comme Dieu qui a pu nous faire une planète aussi belle. Et c'est vrai que le sentir à l'intérieur de soi, c'est un petit peu plus difficile, je trouve. Mais pour moi, c'est de la même nature, on va dire. C'est voilà, enfin, chacun son. Ouais, J'entends voilà. complètement. Ouais. Euh, Est-ce que les gens qui sont là-bas, à la fin, ils sont... Ça paraît idiot comme question, mais je sais pas. Les gens qui sont là-bas, de quelle manière ils vous soutiennent? Est-ce que des fois ils sont fiers de vous? Ils vont dire c'est bien, tu fais du bon boulot. Est-ce qu'à la fin ils disent merci d'être venu? Vous avez un rapport quelconque avec les gens qui vous prennent soin de vous là-bas ou comment c'est? Je sais pas pourquoi ça me paraît important comme question. Ouais, j'adore ta question. C'est très particulier. Euh, il faut savoir que l'on était une centaine de personnes. Oh, Mm. Alors, ah putain. 50 hommes, 50 femmes. On n'est pas mixte dans nos logements et dans nos réfectoires. Et on se retrouve pour la méditation de groupe côte à côte. Il y a les femmes d'un côté et les hommes de l'autre, avec chacune, un enseignant et une enseignante en face. Et pareil pour le côté managers, etc. Et puis, en dehors de ça, il doit y avoir une vingtaine de personnes qui viennent en tant que servants, donc qui donnent du temps bénévolement pour s'occuper des autres, pour prendre soin, comme tu viens de me dire justement. Et donc, ça peut être de la personne qui sonne le gong le matin, à la personne qui nettoie les parties communes, à la personne qui fait à manger pour toi ou qui te sert à la cantine, quoi. Pour l'immense majorité du temps, pour les 9 premiers jours, on n'a aucun rapport avec la majorité de ces personnes, au sens où elles sont aussi dans le noble silence. Elles sont présentes, elles peuvent intervenir s'il y a un petit truc, ou tu peux leur poser des questions si tu as un problème, évidemment. Mais sinon, elles te laissent dans ta bulle, dans ton intériorité, etc. Ça, c'est pour les servants. Ensuite, il y a le manager et l'enseignant qui sont les personnes à qui tu peux t'adresser quand tu as des questions.
Soit tu le fais proactivement, tu vas les voir, tu as un truc à poser, tu prends un rendez-vous pendant les temps d'échange, soit c'est eux qui le font et qui viennent te poser des questions dans les temps de méditation en groupe. À ce moment-là, beaucoup de bienveillance. Beaucoup de bienveillance. Notre enseignant, j'ai adoré Claude Chopin, petit méditant, d'une soixantaine d'années, avec une moustache incroyable, toute blanche, son petit cardigan tout le temps, incroyable. Et une bonhomie et une jovialité, c'est-à-dire à la fois très précis dans ce qu'il dit, mais tu sens que il est joie, quoi. Il est sympa et si tu lui dis un truc qui est un peu difficile, c'est pas grave. Il dit c'est ok, continue comme ça, t'es sur la bonne voie ou un truc comme ça. Il y a une bienveillance qui est incarnée. Donc ça c'est chouette, ça fait du bien. Effectivement, ce serait peut-être si c'était plus austère ou plus strict ou si on te dit tu fais pas ci, tu fais pas ça bien ou quoi que ce soit. Je pense que ça peut être plus difficile à recevoir quand tu es dans un état un peu plus vulnérable d'intériorisation. Pour moi, c'est pas advenu. Et après, la dernière partie de la réponse à ta question, c'est le 10e jour. Le 10e jour est prévu dans l'organisation. Tu as 3 premiers jours sur le souffle. Ensuite, tu découvres la technique du Vipassana, du scan corporel, et tu vas l'approfondir pendant tous les jours qui suivent. Et à partir d'un moment, tu vas avoir un rajout qui est 3 fois par jour, tu tiens ta posture pendant 1 heure et tu essaies de ne pas bouger. Donc ça monte un peu en puissance. Le 10e jour, c'est prévu pour être le jour de retour à la parole. Et donc, c'est le moment où, après la méditation du matin, tout le monde reprend la parole, on arrête le noble silence. Il y a encore quelques petites restrictions, mais en substance, tu vas méditer beaucoup moins ce jour-là et tu peux parler avec tout le monde. Et là, tu découvres tous les gens avec qui tu médites depuis 10 jours. Wow. Quelle joie! Quelle joie immense! Quelle joie immense de pouvoir parler à des gens, de pouvoir partager un sourire, poser des questions, savoir ce que tu as vécu avec ton coloc ou avec les gens qui méditaient à côté de toi. Quelle joie profonde! Effectivement, ça doit être un moment exceptionnel, quoi. Puis, vous avez le sentiment quand même d'avoir traversé quelque chose tous ensemble, même si vous vous Ouais. parliez pas, ça donne ce sentiment-là, non? Ah, c'est fou parce que tu vois, tu te rends compte, moi, sur 50 personnes, j'ai discuté peut-être avec 10, donc, et 5 vraiment, donc je sais pas, mais tous, on a partagé des choses. Et ce que j'adore, c'est ceux qui ont noté tel ou tel petit détail et qui disent, ah tiens, j'ai vu que tu venais de Strasbourg parce que c'est écrit sur ta veste. Ou, ah tiens, ça m'a aidé comme tu méditais parce que moi je galérais, et donc du coup, vous avoir toi et lui, ça m'a aidé, quoi. Ou la personne qui dit, ah ouais, lui, Ming, celui qui marchait tout le temps, et qui faisait ses 12 000 pas par jour, putain, il m'a donné de la force parce que moi, j'étais pas trop motivé, mais des fois, je me suis chauffé. Et donc, tu vois ces points de vue croisés sur des choses qu'on a vécues ensemble. Et bien sûr, en fait, on a traversé des choses communes, quoi. Hmm. Et c'est beau, c'est très beau. Ouais, non, non, je te crois, je te crois. Dis-moi, est-ce que c'est quelque chose que tu recommanderais à tout, enfin, à tout le monde? Ça paraît un peu idiot de dire ça, mais est-ce que tu penses, tu vois, regarde, moi, voilà, je suis un peu chiante avec la diète de plantes, mais j'ai le sentiment que, ouais, une bonne diète de plantes d'au moins un mois, une par vie, tu vois, ouais, je dirais que ce serait bien pour tout le monde en vrai. Pas forcément boire de l'ayahuasca ni rien, mais une vraie diète de plantes où tu te reconnectes au minimum une fois avec un esprit ancestral végétal, tu vois, que c'est quand même de là qu'on vient, quoi. Je dirais que, ouais, tout le monde devrait avoir fait ça au moins une fois dans une vie. Voilà ce que j'ose le dire, tu vois. Est-ce que toi, tu dirais pareil pour Vipassana ou pas? Alors, avec les termes que tu as employés, je me hasarderais à dire la même chose que toi. C'est-à-dire, une fois par vie, au moins, pour chacun, j'ai envie de le conseiller. Ouais. En intention comme ça. Et après, si je dois être plus précis, je dirais que ça se prépare. En tout cas, Mm. ça peut se préparer, notamment pour certains profils de personnes. Moi, je t'ai dit, hein, j'avais toute cette méditation derrière moi et c'est un truc qui était ancré, c'était pas un coup de tête. Donc, pour moi, la préparation, elle était là. Je pense que des personnes qui sont dans une profonde dissociation au quotidien, qui sont en mode survie, qui ont du trauma complexe, qui ont une anxiété très forte au quotidien, je pense que les plongées du jour au lendemain sans préparation dans une intériorité trop forte et dans autant de contraintes, je pense qu'il y a des gens qui peuvent vriller. Et donc, il faut le faire. Il y a un cadre, ils te posent des questions avant, ils te posent des questions pendant et ils te mettent un support au sens tu peux parler.
Donc ça désamorce un peu ça. Mais je sais qu'il y a des personnes avec qui j'ai parlé où elles ont des symptômes proches d'une dissociation assez avancée. Et je suis pas sûr que ce soit une super idée pour des gens qui, tu vois, genre, seraient très dans le conformisme, des réactions un peu de soumission à l'autorité ou de phoning parce que c'est leur histoire traumatique, et qui vont dire, il faut absolument que j'applique la technique, il faut pas que je pose de questions, il faut vraiment que je fasse tout bien et tout, et qu'arrête d'écouter leur corps à ce moment-là. Je pense que tu peux soit te faire mal, soit déclencher une crise psychotique ou un truc comme ça. Alors, je grossis le trait énormément, pour l'immense majorité des gens, ça n'arrivera pas. Mais si c'est quelqu'un qui est peut-être un peu fragile dans sa vie, qui n'a pas d'autre support, qui n'a pas travaillé sur lui, qui n'a pas un soutien, un peu comme tu recommanderais avant un voyage psychédélique, de bien le préparer, d'avoir un super set and setting et d'avoir de l'intégration, ben voilà, moi j'aurais cette honnêteté-là, si quelqu'un vient me demander et que je sens ça chez lui, chez elle, de lui dire, OK, c'est quoi ton intention? Qu'est-ce que tu en attends? Et si l'intention c'est ouais, je veux que ça guérisse tout dans ma vie, je veux me transformer, je veux plus jamais souffrir, non frère, Oui. s'il te plaît, tu vas être déçu. Et puis de s'assurer qu'il y a un support stable sur les 3 dernières semaines, les 2 derniers mois, que la personne elle n'est pas en ups and downs d'un psy, parce que sinon ça peut être à minima désagréable, voire dangereux pour la personne. Mais si ça c'est géré, ben bien sûr, avec grande joie et une recommandation profonde. Et si tu veux, pour moi, c'est un peu, je pense que tu auras plein de trucs à dire sur la diète, sur la prise de plantes en chamanique. Des gens qui me diraient, ouais, je vais faire un voyage psychédélique, j'y vais ce week-end avec un cadre nul. Je dirais, s'il te plaît, ne fais pas ça, ne t'inflige pas ça, ne prends pas ce risque avec ta psyché, avec ton corps, avec ton esprit, avec les gens autour de toi, avec tes amis, ta famille. Tu vas te faire plus de mal que de bien avec une médecine à la base en l'utilisant comme quelque chose en la respectant pas et en te respectant pas. S'il te plaît, prends un tout petit peu de temps pour t'ancrer et reviens dans 2 mois, ça va être super. Oui, c'est exactement le conseil que... C'est marrant, c'est... Oui. Je me demande si c'est un conseil qui s'applique pas finalement pour énormément, énormément de choses dans la vie, quoi. Ouais, si. Ouais. Et justement, en parlant de ça, bah, il y a une chose importante hein, quand même dans, voilà, dans les expériences psychédéliques ou dans la diète de plantes, c'est l'intégration. À savoir, alors moi, je ne vois pas l'intégration comme le fait que, bah voilà, on a vécu une expérience traumatique ou très forte et puis, bah, qu'est-ce que machin. Mais qu'est-ce que... T'as eu accès à certains états, à certaines zones de toi-même, à à certaines je dirais, certains lieux de rencontre avec le monde aussi, un endroit où la montagne et toi, vous avez pu vous regarder mutuellement et vous toucher, je dirais. Tu as eu accès à ces trucs-là. Alors, j'entends bien qu'effectivement, voilà, et moi je te connais d'avant le Vipassana, du coup, je trouve que tu es quelqu'un qui est connecté, c'est comme ça que je le dirais, que t'es profondément ancré. Et la beauté, tu l'as dans ton œil, c'est-à-dire que tu la diffuses et puis tu la vois en même temps. Tu es capable de la voir chez le machin et tu es capable de la renvoyer aussi. Moi, c'est ça que je vois chez toi. Donc, tu pars pas de zéro non plus. Euh, mais la question, c'est de savoir qu'est-ce que tu ramènes. Est-ce que tu trouves que tu as comme éclairé à la lampe de poche, je sais pas, des zones de toi-même que tu connaissais pas, et là maintenant ces zones elles sont éclairées et c'est bon, c'est fait. Est-ce que c'est des choses comme ça que tu peux ramener là maintenant dans la vie quotidienne ou je sais pas, l'intégration quoi. Dis-nous. Ouais, ouais, il y a eu de ça. Il y a eu des zones, je pense que la majorité, c'était des zones qui avaient déjà été éclairées à plus ou moins faible intensité, qui ont eu un petit coup de lampe-torche à un moment où à un moment il y avait une lumière à côté, puis peut-être qu'elle s'est éteinte. Donc ça a rallumé plein de choses et il y a plein de sujets, il y a plein de parts de moi qui me sont revenues avec plus d'intensité et où je me suis dit, ah oui, c'est vrai, j'ai encore oublié ça. Ou j'ai encore laissé tomber tel truc qui me fait du bien et qui m'ancre. Et ah oui, c'est un rappel, j'ai pris ça en mode, ok, tu sais, on est dans un cycle ou dans une ellipse, et là, je viens faire un petit peu plus d'amplitude dans ce retour en arrière, et charge à moi de l'intégrer davantage dans ma vie, d'en faire pas juste une expérience, un pic à un moment qui se transforme en rien. Donc, il y en a eu des choses comme ça. Il y a eu des choses que j'avais aussi profondément sous-estimées, je pensais, qui m'ont surpris. Notamment, à un moment, j'ai eu un souvenir, plus des émotions, une réaction du corps sur la solitude.
que vraiment qui m'a surpris. Parce que je pensais que c'était un thème que j'avais exploré dans ma vie et je pense pas que j'avais exploré à ce point-là, en tout cas pas ce degré-là que j'avais vu, que j'avais un peu mis sous silence ou peut-être jamais vu. Donc il y a eu des choses Le mises en sentiment de se lumière. sentir seul, c'est ça que tu veux dire? À l'intérieur, Ouais, ouais, il d'intérieur? y a un sentiment de solitude profond et qui est ancré dans du passé aussi, Ouais, hein. ouais, Peut-être une solitude du passé, d'enfant et d'adolescent, jamais reconnu à ce point-là, tu vois. Elle d'accord. avait enlevé deux, trois petits masques, Ouais. mais et je sais pas s'il y en a d'autres derrière encore. Mais en tout cas, celui-ci, il m'a surpris, il m'a touché, il m'a ému aux larmes. Enfin, ça m'a beaucoup touché. Donc, je prie et je dis, OK, je te vois. Je te vois. Et là, du coup, je sais pas pourquoi ça m'y fait penser, probablement parce que moi, toute ma solitude et tous mes trucs comme ça, je les ai jetés sur le papier. Toi qui es un artiste aussi, je tiens à le dire, tu chantes et tu écris. Est-ce que Vipassana va muter en quelque chose que tu vas renvoyer au monde? Est-ce que ça va inspirer, irriguer peut-être tes créations artistiques? Tu le sens déjà, pas encore? Dis-moi. Je pense, tu vois, il y a eu ce premier temps de ne pas avoir de carnet, comme on en parlait dans Tempo et Tutti Quanti, où j'essayais de garder les expériences en tête et encore. Mm, Et puis quand j'ai eu accès à mon carnet, mon grimoire pour pouvoir revenir, j'ai mis beaucoup de choses sur le papier. mm, Et tu parlais d'intégration, je suis vraiment content cette fois, et ça se nourrit, hein, de mes expériences avec les antéogènes et de cette volonté de respecter davantage, de me respecter davantage et de prendre le temps d'intégrer. Et là, je me suis vraiment ménagé dès le départ des temps pour retourner à moi-même, pour retourner à mon quotidien et aussi pour pouvoir exprimer ce que j'avais envie d'exprimer, écrire ce que j'avais envie d'écrire. J'ai eu la chance de pouvoir partager aussi avec pas mal de monde et d'en parler. Donc ce temps-là, il a vraiment eu beaucoup plus de place que dans les derniers mois pour moi. Et donc, j'ai beaucoup de matière pour pouvoir créer autour de ça. Je ne sais pas sous quelle forme encore. Peut-être que ce sera du slam, peut-être que ce sera du rap, peut-être que ce sera un article. Pour l'instant, je ne me mets pas de blocage ou de contrainte là-dessus. Mais en tout cas, ouais, j'ai cette envie-là. Et la première envie, c'était, OK, intègre. Et ensuite, qu'est-ce que j'en ferai derrière? Ça va être le processus d'intégration lui-même. oui, de toute façon, plus que, plus, hum, plus que les idées, plus que les trucs qu'on croit avoir compris, plus que les trucs qu'on croit avoir réglés, pour moi, en fait, ce qui se place dans une œuvre artistique, peu importe sa nature, ça paraît con de dire ça, mais en fait, l'énergie, en fait, de la chose. Et l'énergie, si tu l'as sentie une fois, elle continue à vivre à l'intérieur de toi. Et il s'agit juste d'arriver, en fait, pas à la convoquer, mais à l'invoquer, hein, presque à la manière d'un esprit, de la faire, de la raviver, À de l'incarner, la quoi. sentir à nouveau. Et là, dans ces cas-là, tu peux la retranscrire, même si t'as pas forcément le détail. Et d'ailleurs, c'est aussi pour ça qu'on peut écrire de la fiction qui est de la fiction, mais qui semble comme quelque chose de réel. Moi, je sais que j'ai ça avec Borderline, où beaucoup de gens se disent, mais c'est pas possible, tu l'as forcément vécu. Non, par contre, l'énergie de la chose. Par exemple, tu vois, le centre de redressement. Il y a plein de gens qui me disent, mais la torture, mais machin. Non, j'ai pas été dans un centre de redressement pour mineurs. J'ai jamais déconné à ce point-là dans ma vie. Pourtant, j'ai déconné, mais ils m'ont jamais mis en tôle, quoi. Pour autant, la torture. J'ai jamais été jusque-là, j'ai réussi à éviter les flics. Mais pour autant, la torture, le sentiment de perte d'intimité où il y a quelqu'un qui peut pénétrer dans ton domaine intime et faire ce qu'il a envie de toi tout le temps, toutes ces choses-là, si tu veux, je les ai connues en fait. Voilà. Et donc en fait, il s'agissait juste de reconvoquer cette énergie, la raviver et la transposer dans une histoire qui n'est pas mon histoire. Et du coup, bah, ça rend la chose comme si c'était réel en fait, parce que bah, dans un sens, c'est réel, parce que moi, je parle de. Enfin voilà, c'est la résonance qui est réelle plus que les faits dans leurs détails, tu vois. Donc voilà, je sais plus pourquoi, je sais plus pourquoi je disais ça, mais pour moi, effectivement, c'est retranscrire quelque chose qu'on a vécu dans l'autre monde, c'est de cet ordre-là, quoi. Ouais. Voilà.
Ouais, je te rejoins. Et je pose ça là, désolé d'apprendre que tu l'as vécu, c'est quelque chose que tu n'aurais pas dû vivre avec Non, ton c'est collègue. loin. Non, non, c'est loin. Puis ça m'a forgé aussi. C'est loin et ça m'a forgé. C'est pas grave. C'est pas grave. Et puis honnêtement, pour le mettre dans Ah, Borderline, ça valait le coup. Donc je m'en fous. Je re-signe quand vous voulez. Y a pas de souci. ces Bon, écoute, artistes qui subliment leurs oui, c'est de la... expériences. oui, 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 c'est comme ça qu'il faut faire. Non, merde, on n'a pas de temps, on n'a pas de temps à perdre à chialer sur ce qui nous est arrivé. On a tous, euh, tout peut être un traumatisme, tu sais. Enfin, franchement, il y a des gens qui se traumatisent de rien. Il y en a, ils ont vécu des gros trucs dégueulasses et puis ils sont quand même debout. Ça dépend de nous, je pense. Enfin, pas forcément tout. Il y a des trucs vraiment hardcore. Moi, c'était peut-être pas si hardcore. Mais voilà, en tout cas, j'ai pas envie d'être une victime de ça. J'ai pas envie que ça continue à influencer ma vie par la peur, par la rancœur, je sais pas, j'ai pas envie de ça. Donc oui, on n'a pas de temps à perdre. Il faut sublimer très très vite et passer à autre chose. J'entends. Bon, je sais que le temps n'est pas infini pour toi non plus, donc j'aimerais déjà franchement merci pour tout ce que tu as partagé. On aurait pu aller bien plus loin, mais voilà, il nous reste pas beaucoup de temps. J'aimerais que tu nous parles désormais de ce à quoi ce nouveau cabinet dont tu parlais là. Tu nous as rapidement parlé de l'hypnose et de la PNL. C'est quelque chose sur lequel tu étais en train de te former quand moi j'ai commencé à te connaître, c'est-à-dire voilà 1 an et demi, 2 ans en arrière. Et là en fait ça y est, tu as atteint quelque chose, un stade nouveau dans ta vie où en fait tu proposes, voilà, tu as un cabinet, tu vas proposer ces services aux gens. Donc j'aimerais bien quand même que tu prennes le temps de faire un point sur qu'est-ce que c'est la PNL et la sorte d'hypnose que tu proposes peut-être. Et voilà, vas-y. Ça marche. Eh ben, l'hypnose que je pratique, c'est de l'hypnose ericksonienne, de Milton Erickson, qui est une des pratiques les plus répandues en hypnose thérapeutique. La PNL, elle s'en inspire, c'est la programmation neurolinguistique. Ça a été modélisé par Bandler et Grinder à la suite des travaux de l'école de Palo Alto sur les théories de la communication, sur les thérapeutes comme Virginia Satir ou Erickson. Et on pourrait le voir comme l'hypnose sans la transe. Qu'est-ce qui marche dans les modèles d'accompagnement, dans l'accès aux émotions du client, dans la mise en mouvement, dans le déblocage de croyances limitantes, dans l'estime de soi, la confiance en soi, dans le rapport au temps et à l'espace, à l'ancrage physique, spatial, émotionnel. Et en fait, c'est une technique d'accompagnement. On pourrait se dire que d'un côté, il y a l'hypnose qui va venir travailler sur l'inconscient avec une forme de réceptivité. Les gens pourraient dire passivité. En fait, on va se laisser aller à cette voie hypnotique qui nous emmène vers l'intérieur. Là où la PNL va reprendre des mêmes éléments de langage et des mêmes modèles, mais d'être beaucoup plus active, beaucoup plus dans Super. le mouvement, dans une conversation, Mhm. et qui pour autant va te faire passer par des états très très proches et venir jouer sur des choses inconscientes qui sont du même ordre. C'est ça que j'apprécie dans ces deux techniques, c'est qu'elles se complètent et s'inspirent l'une de l'autre, l'une dans une forme beaucoup plus de relaxation, de détente, et qui va quand même plus profond avec cet état de transe hypnotique. Et l'autre qui est beaucoup plus active, beaucoup plus joueuse aussi, ludique, et qui se complète très très bien. Donc voilà, pour te parler un peu des deux techniques, c'est comme ça que moi je les ai abordées, qui m'ont servi dans mon cheminement personnel, Ouais. parce que c'était avant tout, dans les dernières années, une quête de moi-même, un développement personnel et aussi spirituel, et de la guérison. Et puis à un moment, j'ai eu envie d'utiliser ce que j'avais appris, d'utiliser la voix aussi, qui est centrale pour moi, Ouais. souligner le fait que je chante, que je Ouais. slame, que je rappe. Et c'est pour ça que ça s'appelle Sur la bonne voie, VOIX, ce cabinet, et que je mets humblement ma voix, mon parcours de vie, mes cheminements, mes autres expériences au service de ceux, celles qui pensent trop et qui ressentent beaucoup et qui ont envie de travailler sur eux-mêmes pour atteindre leurs objectifs de vie, pour dépasser certains blocages qui peuvent être de l'ordre de la dépendance, des phobies, des situations bloquées. Et je pense que dans les prochains temps, je vais ajouter une spécialisation, notamment autour des personnes qui sont à leur compte, indépendantes, des entrepreneurs, entrepreneuses, des freelances, des personnes qui ont un projet entrepreneurial, puisque c'est le parcours que je suis depuis 8 ans maintenant, et que je l'ai vécu comme un parcours de développement spirituel et personnel, que Mhm. je sais à quel point aussi ça peut être concret dans le quotidien et demander un regard extérieur et une aide à revenir à soi.
Oui, je peux en témoigner, hein, étant auto-entrepreneuse depuis 8 ans bientôt maintenant. Ouais, effectivement, c'est quelque chose. J'aime bien en fait cette idée de pouvoir, on en avait parlé ensemble déjà, cette idée de pouvoir conjuguer. Et c'est toi qui me l'avais dit d'ailleurs en fait, que tu sentais qu'il était temps finalement de faire se rencontrer différents éléments de ta vie personnelle, c'est-à-dire l'entrepreneuriat et l'aide que tu apportais aux auto-entrepreneurs, avec bah, j'allais dire les états de conscience modifiés. Oui, quand même, oui et non. Oui, oui et non. Notamment aussi, voilà, ce que tu es en train d'apprendre avec les antéogènes, ce que tu as appris, je suppose, à Vipassana, ce que tu as appris dans des pratiques d'hypnose et de PNL et tout ça, en fait, et de pouvoir finalement aller vers j'allais dire un fondage, un fondu, c'est pas comme ça qu'on dit, mais être capable, en fait, de pas faire, pas séparer finalement. Arrêter finalement de séparer, et de compartimenter nos vies, mais au contraire de se présenter tel qu'on est au reste du monde, avec toutes nos parcelles, et finalement offrir toute cette complexité aux autres. Et non pas se coller une étiquette, voilà, comme on faisait à l'époque, bah moi je suis boulanger, bah moi je suis plombier, puis ça se résume à ça, puis à côté j'ai ma vie personnelle qui n'a rien à voir, mais aller vers une espèce d'interpénétration, et que c'est comme ça qu'on marche dans son entièreté, qu'on marche dans son authenticité, et que finalement les clients qui viennent vers nous sont les clients justes, parce qu'on n'est pas juste un plombier ou juste un, je sais pas, juste un hypnotiseur. En fait, on a tout le background derrière, tu vois, et que c'est finalement ce background qui parle aux gens et qui vont faire qu'ils te choisissent toi et qui choisissent pas quelqu'un d'autre, tu vois. Donc j'aime beaucoup cette idée de, voilà, moi je suis évidemment comme ça, donc peut-être pour ça que je le préconise, évidemment, moi, je suis comme ça, c'est vrai qu'il n'y a pas il y a pas de différence entre, je sais pas, entre ma vie personnelle et professionnelle et artistique, tout fusionne, quoi, tu vois. Mais j'aime cette idée que pour moi ça rime avec authenticité quoi, et j'aime cette volonté que tu as, on va dire, de t'offrir en entier quoi. Je trouve ça cool, voilà. Ah, merci beaucoup. Merci beaucoup. Ça me touche. Bah, de rien, et j'espère que la résonance de Vipassana pourra se transmettre à tes clients et que ça leur fera du bien, tout simplement, Ouais. voilà. Mais je ressens ce que tu viens de dire sur, je sais pas si toi tu le vis comme ça aussi. J'ai l'impression qu'autour de nous, dans le milieu professionnel, dans l'entrepreneuriat, de plus en plus les gens s'autorisent à se dire, je suis pas une machine, je suis pas juste un rôle qui doit jamais faillir, jamais faiblir, et se dire, ben ouais, en fait, je traverse des états compliqués, j'ai des décisions à prendre, parfois je sais pas, parfois j'ai une équipe, il faut que je les convainque et je sais pas si mes choix sont les bons. Parfois, je ressens de l'anxiété, j'ai des manifestations qui viennent me perturber, quoi. Je dors moins bien, ce genre de truc. Et de plus en plus, j'ai l'impression que les dirigeants, les dirigeantes ressentent plus ça, s'autorisent à dire, OK, pour être un bon entrepreneur, pour être un bon professionnel, il faut aussi que je prenne soin de moi. Et ça, je pense que c'est en train d'émerger. Tu vois, des gens comme Stéphane Schillinger, Cédric Bischetti, qui commencent à lier l'entrepreneuriat avec des pratiques comme les constellations familiales, systémiques. Je trouve que ça va dans ce sens de dire, et si on laissait un peu plus l'intuition, l'émotionnel, venir s'insérer dans le professionnel et pas le rendre complètement bancal, mais au contraire, de restituer une place qui a longtemps été mise de côté parce que, en fait, on a compartimenté et qu'on ne voulait pas ressentir. Bah oui, moi je pense que c'est quelque chose qui est en train de se dessiner d'une manière générale. Et d'ailleurs, si toi et moi on le ressent comme ça, et qu'on a ce désir, c'est parce que c'est dans la noosphère, c'est pas nous qui l'avons inventé, je pense, hein. Ouais. Donc c'est bien, c'est quelque chose de général Ah, ouais. qui est en train d'animer et de réanimer, je pense, beaucoup de monde. Et, et je pense que c'est bien. Au pire, de toute façon, essayons, puis on verra bien ce qui se passe. Mais moi, je suis pour les masques sociaux, les rôles qu'on joue, enfin, je pense qu'il faut qu'on arrête, quoi. Je pense qu'il faut qu'on arrête. Après, voilà, moi je dis ça, mais tu sais, même à l'époque où j'étais serveuse, tout le monde savait que j'étais ayahuasquera, que voilà, que je m'étais défoncée dans ma jeunesse, que j'écrivais des bouquins. Personne ne croyait vraiment en moi, mais en attendant, tout le monde le savait quand même, tu vois, dans tout le village. Et au final, quand je l'ai vraiment fait, bah, ils ont été adorables et tout le village a acheté mon bouquin, les pauvres. Je pense pas que ça leur ait plu, mais ils l'ont fait, tu vois. Donc en fait, moi, c'est quelque chose, moi, je peux pas vivre autrement de toute façon. Je peux pas vivre autrement, puis au moins, tu ne déçois pas les gens quand ils te voient dans la télé, qu'ils te voient en vrai, c'est Ouais. la personne. Et mine de rien, c'est très important. Il y en a marre des guignols qui font les trucs à la télé. Ça, c'était à l'époque, quoi, tu vois. C'était à l'époque où il y avait c'est terminé là maintenant. Soyons humains, assumons le fait qu'on est humain, infaillible, et reconnaissons ça aussi en l'autre. N'attendons pas que l'autre, effectivement, il soit parfait ou qu'il remplisse parfaitement son rôle. Un être humain, c'est bien plus complexe que ça. Et voilà.
Ouais. Révolution, pardon, C'est Viva la révolution! Libertad. Bref, bon, allez, on va s'arrêter là. Je vais mettre évidemment tous les liens vers enfin voilà, ton Insta pour que les gens ils t'écoutent chanter, pour comment ça s'appelle, tes consultations, enfin ce que tu proposes, tout ça et tout. On va mettre un lien évidemment vers Decriminalize Nature, l'association dont nous sommes membres fondateurs. Et c'était un grand plaisir de te recevoir, Ludo. Merci pour ton partage. Merci beaucoup. Plaisir partagé. On fait ça quand tu veux. Franchement, Ça c'était marche. chouette de causer avec toi et d'approfondir ces sujets. Merci de m'aider à faire mon intégration de Vipassana à travers nos échanges. À votre Et service, monsieur. un plaisir, un plaisir. Bon. Ciao, Ludo. Ciao, merci. Ciao, tout le monde. Ciao, ciao. Ciao Zoé, à bientôt. À bientôt.